Bonjour Thomas Andrieux. Alors, tu es le spécialiste en France des cycles économiques. Tu as écrit plusieurs livres là-dessus. Et maintenant, tu t'intéresses à l'application des cycles économiques à la bourse et au marché financier, comme on peut le voir dans ton dernier livre publié dans les guides de francebourse.com, à savoir Cycle et fractal pour investir en bourse. Bonjour Jean-David, merci pour ton invitation. Alors, je voudrais te poser deux, trois petites questions pour la chaîne YouTube francebourse.com que je demande à nos auditeurs de liker, à laquelle je demande de s'inscrire. Et pour ceux qui ne connaissent pas France Bourse, inscrivez-vous aussi sur francebourse.com qui est en activité depuis 22 ans pour vous conseiller au quotidien. Alors, cher Thomas, nous arrivons à la fin de l'année. Donc, tu parles dans ton livre justement qu'il y a des périodes où les marchés vont mieux que d'autres. Nous avons passé le mois d'octobre, donc là, normalement, à la fin de l'année, tu es d'accord? En principe, c'est plutôt une bonne période, une fast période. On devrait avoir un rallye de fin d'année. Alors effectivement, en général, historiquement, pour les partisans de la saisonnalité, on a cette claire surperformance des marchés, ce qu'on appelle le rallye de fin d'année, qui commence parfois fin octobre, mais en tout cas en novembre, jusque souvent en mai. Or, cette année, il faut voir que sur les États-Unis, on est sur une année qui, si on compare historiquement par rapport à cette saisonnalité, est exceptionnellement haussière. Ce qui permet, on va dire, de remettre le doute sur la validité d'un potentiel rallye haussier. En tout cas, aux États-Unis, la tendance reste bonne, donc on peut l'espérer, mais en tout cas, évidemment, ce n'est pas le seul critère à regarder. Il y a les élections américaines qui sont là et beaucoup d'événements très importants. Il faut savoir que ce phénomène se combine aux élections américaines et que, en général, les élections américaines sont très haussières pour les marchés. Et ce qui effectivement s'est confirmé cette année. Euh, Pour ce qui concerne vraiment la fin d'année, pour le CAC 40 typiquement, c'est beaucoup plus difficile à dire, puisque là, la situation politique pèse beaucoup plus, hein. Le CAC 40 fait du surplace sur l'année, alors que le S&P 500 monte de plus de 20%. Dans tous les cas, ce qui apparaît, hein, si on prend le CAC 40 sur les 10 dernières années, c'est que si on appliquait cette stratégie de se positionner entre novembre et mai, et de se retirer entre mai et octobre ou novembre, eh bien, on aurait presque répliqué les performances du CAC 40, tout donc en réduisant son risque, ce qui peut être toujours intéressant. Pour cette fin d'année, les marchés, je pense, ne sont pas encore dans une euphorie, donc il y a peut-être encore ce potentiel d'optimisme qui est là. Cependant, on a quand même bien monté par rapport à octobre 2022, c'est-à-dire ça fait 2 ans qu'on est dans un marché haussier, et maintenant on attend euh, dans les prochains mois de voir ce qu'il en sera de j'allais dire, de la vague finale. Est-ce que tu penses qu'on a fini un cycle haussier sur les indices boursiers? Est-ce que tu penses que l'élection américaine et ce qui va s'en suivre, les baisses de taux, etc., vont marquer la fin d'un cycle haussier, en particulier aux États-Unis, sur les marchés financiers? Alors, est-ce qu'on a rompu une dynamique haussière importante? Effectivement, il faut garder à l'esprit que on est engagé, pour la France, pour le CAC 40 en tout cas, dans une dynamique haussière assez importante depuis octobre 2022. Et que à l'époque, le rebond des indices était, on peut le dire, assez prévisible en ce sens qu'il était tout à fait cyclique, que la baisse des marchés à l'époque avait notamment été soutenue par la hausse des taux directeurs, etc. Euh, Ce qu'il faut remarquer, notamment en France depuis les déboires politiques, c'est que cette dynamique haussière se réduit, s'affaiblit, et s'affaiblit de manière assez importante. Donc, on a eu 2 années, 1 an et demi, 2 ans de hausse assez marquée du CAC 40, aux États-Unis également. En France, cette dynamique, elle a surtout été soutenue par quelques valeurs, mais les valeurs du luxe, par exemple, qui habituellement menaient le CAC 40 à la hausse, n'ont pas tenu, ce qui est aussi un indicateur des forces qui soutiennent le cycle actuel.
Euh, et dans ce contexte-là, donc on peut tout à fait raisonnablement penser que la dynamique haussière s'est rompue, en tout cas ce qu'on a eu ces 2 dernières années sur le CAC 40, quelque chose s'est rompu. Ce qu'il faut absolument préserver, c'est la tendance qu'on a engagée depuis le Covid. Autrement dit, ce qu'il faut préserver, c'est pas de récession. Mais ça, c'est une autre question, et je pense que d'ici les prochaines années, on commencera à se la poser de manière un peu plus sérieuse. Mais le fait est que, euh, effectivement, sur les indices boursiers, qui sont devenus plus chers en 2 ans, parfois beaucoup plus chers, c'est plus difficile de se positionner aujourd'hui. Et en termes de cycle économique, c'est difficile d'imaginer une forte poussée de la croissance aujourd'hui, contrairement à ce qu'on a eu euh, après le Covid. Donc, on arrive peut-être effectivement à la fin de quelque chose. Et dans ce cas-là, quand on parle de cycles, c'est des cycles de combien de temps? Est-ce que là, on est sur des cycles courts, sur des cycles moyens ou sur des cycles longs? Si on dit, voilà, les marchés ont terminé un cycle haussier ou s'apprêtent à terminer un cycle haussier, il s'agit de quoi? Il s'agit de que derrière, on va avoir une correction genre 6 mois, genre 1 an, genre 2 ans, 3 ans, genre on va végéter pendant 8 ans. Est-ce qu'on parle voilà, de court terme, moyen terme ou long terme? Ça, c'est important de le préciser, je pense, à nos auditeurs. Alors, très 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 bonne question, Jean-David. Effectivement, quand on mesure, et d'ailleurs, ce sont des cycles qui sont utilisés depuis les cycles référentiels de la bourse, qui sont utilisés depuis plus d'un siècle, j'allais dire 150 ans. Euh, et effectivement, on parle en général en premier des cycles qu'on appelle de Kitchin. Ce sont les cycles courts de l'économie et on pourrait dire les cycles longs de la bourse. Et ces cycles, ils ont été notamment l'objet du travail de Kitchin en 1923, mais la légende, ou un fait historique, selon comment on le prend, raconte qu'ils étaient utilisés avant la Première Guerre mondiale, déjà à New York, à l'époque à Wall Street. Donc ça, c'est intéressant. Et ces cycles, ils sont toujours actifs, hein. On les mesure mathématiquement, on les observe graphiquement, et effectivement, quand on teste historiquement des stratégies sur ces cycles, elles sont significatives, et j'allais dire parfois extraordinaires. Par exemple, depuis la création du CAC 40, donc en 1987, 80% des sommets majeurs du CAC 40 ont été des sommets du cycle de Kitchin. Et ça, c'est une donnée cruciale, parce que les 20% de sommets majeurs du CAC 40, de sommets majeurs du cycle de Kitchin qui n'ont pas été des sommets sur le CAC 40, ont mené à des crashs par la suite, donc un ajustement du cycle long plus important. Et effectivement, en appliquant une simple stratégie sur le CAC 40, hein, sans dévoiler donc de stratégie trop complexe, hein, parce qu'on peut facilement complexifier la stratégie cyclique sur un indice, mais sur le CAC 40, ça se prête particulièrement bien à ce type de simplicité pour un investisseur lambda, c'est que en appliquant une stratégie sur ce cycle, on aurait jusqu'à doubler la performance du CAC 40 en diminuant le risque parfois de moitié. Donc clairement, une optimalité dans la gestion de portefeuille. Et quelle est la durée de ce cycle? Quelles sont la durée des cycles dominants? Donc ce cycle de Kitchin, il dure, si on le mesure aujourd'hui, 3 ans et demi, 3,6 ans si on a à faire des mathématiques. Donc 3 ans et demi à peu près. Sur les indices américains, on aura plutôt 2 tiers, voire 3 quarts de jambes de hausse et 1 tiers ou 1 quart de jambes de baisse. Sur le CAC 40, historiquement, c'est plutôt moitié-moitié. Euh, et au-delà du cycle de Kitchin, les cycles qui dominent la bourse en général, c'est évidemment par la suite les cycles de Juglar. Ce sont des cycles qui durent 7 à 10 ans. C'est des cycles dans le rythme de croissance. Et ceux qui nous écoutent doivent garder à l'esprit qu'en moyenne, on a une récession tous les 6 à 7 ans depuis la Seconde Guerre mondiale. Et que cette donnée, elle est importante pour un investisseur aujourd'hui. Parce que la dernière fois qu'on a eu une récession, c'était en 2020. Et que voilà, on peut, avec ce raisonnement statistique assez simple, déjà se donner des grandes lignes dans la diversification, dans les actifs plutôt à favoriser ou non. Et un dernier élément important, c'est ce que je mets en avant dans le livre, hein, en travaillant plusieurs années sur la question des cycles, sur la littérature économique, il y a un cycle qui n'a jamais été mis en avant et qui pourtant se vérifie, à mon sens, c'est ce que j'appelle le cycle de Frisch. C'est un cycle qui dure 2 ans, 2,2 ans à peu près, et qui, sur le CAC 40, montre de bons signes également.
Donc voilà pour les cycles qui dominent la bourse. En général, quand on parle de cycle boursier, on va parler de ce cycle de Kitchin de 3 ans et demi, qui correspond au cycle économique court, qui est assez variable sur l'économie, mais qui est relativement prévisible sur la bourse. Et j'en reviens toujours à ce qui va intéresser beaucoup nos lecteurs de francebourse.com, les small caps. Les small caps, qui sur le très long terme, on le sait, surperforment largement les indices, mais qui sont en panne, en gros, depuis 2018, quand on voit bien. Alors là, le cycle, il dure, hein. Il dure, il dure. Est-ce que justement, si les marchés globalement arrivent à la fin d'un cycle, ça pourrait être, d'après toi, on parle au conditionnel, un renouveau pour les small caps pour quelques années? Effectivement, les small caps, c'est très intéressant aussi, puisqu'elles sont, de la même manière, très sensibles, pour ne pas dire parfois plus sensibles, au cycle de Kitchin. Ce que j'entends par là, c'est que quand on regarde les small caps de manière générale, le dernier sommet sur les small caps, ça a été 2018, puis 2021-2022, et qu'en regardant simplement ces données, on s'aperçoit que les small caps amplifient le cycle économique ou réciproquement sont un signal de la force du cycle économique. On est dans un cycle haussier très particulier qui est mené d'une manière, j'allais presque dire historiquement inédite, par quelques valeurs à la hausse. On pense à Nvidia, on pense aux 7 magnifiques, etc. Ces valeurs qui ne semblent jamais s'arrêter. Et à côté de ça, effectivement, on a des valeurs qui, on pourrait le dire, sont complètement délaissées. La réalité, c'est que la technologie poursuit ses tendances à la monopolisation, hein, mais que pour les small caps, la vague actuelle du cycle n'est pas vraiment une vague qui va se jouer sur les volumes dans l'économie, etc. Par exemple, si on regarde sur l'automobile, les immatriculations neuves sont au plus bas niveau depuis 2022. Donc effectivement, on est sur une inflation qui a ralenti, sur une croissance qui se maintient, mais qui, en tout cas en Europe, n'est pas démentielle. Et donc c'est pour ça aussi que les small caps ont du mal à rebondir. On peut espérer un rebond des small caps tant que le cycle économique ne s'affaiblit pas durablement, donc c'est-à-dire dans les 1 à 2 ans prochains éventuellement. Mais c'est mal parti déjà, en ce sens que on reste sur une situation économique qui est plutôt incertaine pour des raisons qu'on connaît, beaucoup plus incertaine et volatile que ce ne l'était la décennie dernière. Euh, et donc c'est tout ça qui, on peut dire, bloque les small caps dans le cycle actuel. Je pense que, encore une fois, les small caps performent en général bien au sommet du cycle économique ou proche du cycle économique. Donc on pourrait dire maintenant ou jamais si on fait, si on s'aventure un peu. La réalité maintenant, c'est que effectivement, si on avait une récession, ça redonnerait peut-être du souffle post-récession à ces valeurs qui n'ont pas profité de ce cycle de juglar finalement, si on a regardé à une échelle plus longue. Et donc, effectivement, la patience, on pourrait dire, sur certaines valeurs. Dans le très long terme, ce sont des valeurs qui surperforment les big caps, hein, mais il y a ce phénomène, surtout en Europe, parce qu'on a plus d'incertitudes, parce qu'on a moins de dynamisme, parce que la croissance ne se joue pas tellement sur les volumes, eh bien, on a ce problème effectivement de sous-performance, si on peut dire, des small caps, mais qui, ne désespérons pas sur certaines valeurs, pourra toujours montrer des signes d'amélioration rapidement. Eh bien, merci, cher Thomas. Merci pour cette interview. Donc, je le rappelle, Thomas Andrieux, qui a 21 ans, qui est le spécialiste en France des cycles économiques, et en particulier des cycles économiques appliqués au marché financier. Il vient d'écrire Cycle et fractal pour investir en bourse dans la collection Les guides de francebourse.com, publié chez JDH Éditions. Et il venait de compiler, il y a quelques mois de ça, plusieurs textes du domaine public, des textes de grands auteurs comme Schumpeter, Kondratiev, etc. Et pour certains, il les a lui-même traduits. Hein, donc, il les a compilés, commentés, analysés dans ce livre qui s'appelle Le grand livre illustré des cycles économiques, publié aux éditions Memoria Books et superbement illustré par Johan Laurent Rouault.
qui est maître des Beaux-Arts de Rennes. Voilà, c'était le dernier livre, donc avant ce livre sur les cycles et les fractales. Sans compter bien sûr tous les ouvrages précédents qu'a écrit Thomas Andrieux. Merci beaucoup pour cette interview.